Bonjour à tous. Bonjour Pierre-Marie. Salut Pierre-Marie. Bonjour. Ce que je vais commencer par partager, c'est l'idée que cet article m'a été imposé par Patricia, mais qu'il est à la fois long, compliqué et qu'il accouche d'une souris. Merci. Comme ça, au moins, vous êtes. Bon, c'était la première fois qu'on faisait un article un peu plus fondamental. On le refera pas tout de suite. Il y a eu 2 sessions thérapeutiques ou 3 et une d'épidémiologie. Voilà, c'est pour changer. Enfin, bref, Vous ouais. nous direz. L'idée, c'est de faire l'explication de texte, comme a très bien dit un membre du CA. Et officiellement, au départ, on appelait ça lecture critique d'article, parce que c'est comme ça qu'on le dit dans les facs de médecine, mais ça paraissait trop critique. Donc, la vraie chose, c'est l'explication de texte. Enfin, je vois, c'est des petites pierres à l'édifice de réflexion globale. Ouais. Et donc, ça nous amène à. Enfin, on se ferme à rien, on reste ouvert à tout. Tant Oui, qu'on continue à travailler là-dedans, mais on essaye de comprendre et d'aider d'amener notre point de vue, non pas de médecin pour le coup, mais d'adhérents, de patients, tout en essayant de comprendre et de partager les possibilités de comprendre ce qui est publié. Tout ça, c'est pour. oui, c'est ça. Pour chercher Après, on à va parler le même comprendre. langage que les scientifiques. Et pas là pour donner. Enfin, nous, on n'est pas thérapeute on est parents, on est patient. Bref, Ouais. ce papier date de 13 mois, parce qu'il a été publié donc fin 2022 dans un journal qui se veut très, très, très génétique, exploration biologique génétique. Et il traite des altérations de l'expression des gènes dans les neurones comparativement aux cellules du cœur, on appelle les cardiomyocytes, là c'est le dernier mot du titre. Ces différences d'expression de gènes dans ces deux types de cellules, neurones et cardiomyocytes, sous le même déficit, de par le même déficit en frataxine. Bon, c'est une étude, c'est un travail américain de Floride, et en fait qui illustre une recherche qui tend à faire ce qu'on avait vu en diapo, dans une diapo, la dernière session qu'on a menée, où globalement, chaque gène a son système de stimulation et son système d'inhibition. Et bien entendu, c'est potentiellement tissu spécifique, sinon cellulaire spécifique. Et c'est un peu ce travail-là qui illustre ce propos. Alors, en introduction, on est d'accord que cette maladie est polysystémique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, touche plusieurs organes du corps, de manière élective, bien entendu, système nerveux central et périphérique, c'est 100% des patients. L'atteinte cardiaque, qui concerne plus d'un patient sur deux. Et puis le diabète sucré qui concerne, selon les séries, entre quelques pourcents et 30%, voire jusqu'à 30% des patients. Alors, classiquement, mais sans doute pour des raisons historiques, ce qu'on observe en premier lieu, c'est pas pour des raisons cliniques, ce sont les atteintes neurologiques. Et au fur et à mesure que la maladie évolue, c'est les atteintes cardiaques qui se révèlent. Mais cette prééminence des signes somatiques, d'abord neuro puis cardio, est peut-être inversée, voire on a quelques individus pour lesquels c'est exclusivement neuro ou très 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 prédominant cardiaque. Donc cette hétérogénéité de présentation clinique, compris au sein d'une même fratrie, euh, laisse entendre qu'il y a des mécanismes physiobiologiques différents entre les tissus et bien entendu différents entre les individus. Et globalement, ça veut dire que la carence plus ou moins importante en frataxine a un retentissement cellulaire variable, justement malgré une base d'anomalies génétiques universelle. Alors, dans la même introduction, les auteurs rappellent qu'il y a plusieurs voies métaboliques sur lesquelles intervient la frataxine. On a déjà parlé de la régulation intracellulaire du fer, et pour reprendre l'expression
présence génétique de Montpellier, globalement, alors qu'il devait y avoir plutôt une répartition précise du fer dans les cellules, chez les patients, c'est plutôt dispersé. Ça participe, la frataxine, à la formation des groupes fer-soufre qui jouent un rôle important dans la production d'énergie par la mitochondrie. Ça régule pour partie les réactions d'oxydoréduction et c'est là-dessus que se base l'émergence de nouveaux médicaments comme le MEV. Et puis ça intervient, on va un tout petit peu l'évoquer dans ce travail-là, sur la synthèse de l'hème, c'est-à-dire la protéine de transport du fer. Alors, l'objectif, très clairement, il est de comparer l'impact du déficit en frataxine sur le devenir des neurones et des cardiomyocytes. Alors, l'idée centrale, enfin, c'est pas que l'idée centrale, c'est tout autour de ça, hein. C'est long et compliqué parce qu'en fait, ils décrivent chaque étape de construction des outils qui permettent l'évaluation des différentes expressions géniques dépendant de la frataxine, de la carence en frataxine entre neurones et cardiomyocytes. Alors, l'idée centrale, donc, c'est de prendre des cellules circulantes d'un patient qui a 37 ans, c'est décrit dans le papier, qui a 37 ans et qui a une atteinte mixte neurologique et cardiaque. Ces cellules circulantes du sang, on sait les faire revenir à l'état de cellules indifférenciées, c'est-à-dire les cellules souches. Et une fois qu'elles les cellules sont redevenues cellules souches, les faire redifférencier, ça a changé de comportement, changer de forme, changer d'allure, pour redevenir des cellules, pour devenir des cellules neuronales ou des cellules myocardiques, et ainsi observer les différentes expressions géniques dans ces cellules différenciées. D'accord. Donc on prend du sang, des cellules du sang périphérique, on les refait, donc on sait que ces cellules du sang périphérique viennent, le blanc notamment, viennent de cellules souches primitives qui sont dans la moelle. Donc on les fait redevenir primitives, les souches, et puis on les redifférencie dans autre chose que les cellules du sang, notamment en neurones et en cardiomyocytes. Pour prouver les choses, les auteurs ont ensuite exprimer la frataxine dans ces cellules issues du patient, donc déficitaires, pour voir si bien entendu ils corrigent les anomalies d'expression des gènes qui sont vues chez le patient. Et donc c'est cette diapo-là que vous avez vue pour ceux qui étaient présents dans la précédente échange sur la lecture critique d'articles. On parlait de la cible de MEV. Il faut bien intégrer que chaque gène, et bien entendu chaque protéine, a son inducteur et son inhibiteur. Donc, les inducteurs, c'est des flèches, et les inhibiteurs, c'est en dessous, là, c'est les tampons d'arrêt. Et que l'interaction de deux gènes ou de deux protéines, plutôt, qui en génère une troisième qui induit une action, trouve elle-même, cette action trouve elle-même ses inhibiteurs, ses stimulants. Et bien entendu, ça devient très compliqué quand on veut explorer une voie entière. Et là, les auteurs se proposent d'explorer tout ce que peut faire la frataxine. En prouvant les choses, en corrigeant les variations d'expression génique, en rapportant dans les cellules malades la frataxine. Donc, j'ai déjà dit, sur leur méthode, c'est le prélèvement de cellules mononucléées du sang périphérique d'un patient, en différenciation in vitro en cellules neuronales et cardiomyocytes. Alors, tout ça prend du temps. C'est des extraits, bien entendu, à chaque fois, hein, des figures de l'article. En haut, vous avez les conditions qui amènent le passage de cellules du sang périphérique en cellules neuronales matures. On va pas se faire dessus, ça n'a aucun intérêt. Sauf que vous voyez que ça prend globalement une vingtaine de jours. Alors, ce n'est pas complètement anodin parce que vous imaginez que pendant 20 jours, une cellule redevient immature, puis reprogresse dans un autre sens de différenciation.
il peut se passer en 20 jours ou 30 jours moult messages liés aux conditions de vitro, aux interactions cellulaires, qui bien entendu ne correspondent à rien par rapport à la vraie vie, bien entendu. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Comme ça dure 30 jours, à juste titre, donc ça c'est les développements neuronaux, hein. Les auteurs vérifient bien que quand ils obtiennent des cellules neuronales matures, il y ait toujours le déficit en frataxine qui soit bien clairement présent, qu'il n'y ait pas d'autres mutations qui soient ajoutées et qui viendraient compliquer les choses. Donc c'est ce que vous avez en bas à gauche, où vous avez globalement des cellules qui sont sans frataxine. La frataxine étant la bande blanche très forte que vous avez en bas à droite de votre schéma. Je ne sais pas si je suis clair. Et qui manque dans les cellules du patient. Parce Hein, qu'en vous fait, avez alors, les générations de neurones, elles se font en permanence ou alors non, oui, non, comme beaucoup la plupart des cellules, alors, une fois qu'elles sont différenciées, elles arrêtent de se multiplier. D'ailleurs, vous savez que, enfin, on est, je pense, une donnée biologique assez connue, et, enfin, largement partagée. Les neurones, on a plusieurs milliards jusqu'à un certain âge dans l'enfance, et puis après, ça arrête de se multiplier définitivement, et puis on doit vivre le restant de sa vie avec le il reste. stock en place. Voilà. Et bien entendu, pas du tout le cas des cellules du sang, par exemple, qui sont renouvelées à très haut débit, si je puis dire, en permanence tout au long de la vie. D'accord. Donc, ça dépend du niveau de différenciation. Et les cellules, en fait, du sang, comme le sang n'est qu'un système de transport, en fait, elles sont peu différenciées en dehors des globules rouges, qui sont d'ailleurs même plus des cellules, c'est des noyaux. Mais donc, il n'est pas étonnant de voir de la division cellulaire dans le sang, alors que c'est assez inhabituel, c'est très inhabituel même dans les tissus qui sont complètement différenciés et fonctionnels. D'ailleurs, enfin, c'est une bonne question que tu poses parce que dans la description de la génération de neurones in vitro, les auteurs décrivent bien que les premiers jours, là, d'ailleurs c'est marqué expansion, c'est au milieu du schéma. Là, il y a de la multiplication cellulaire, et puis après, il y a de la différenciation. Ah oui, d'accord. Donc on les induit, après il y a de l'expansion et après ils se différencient. Voilà, voilà. Et c'est entre guillemets toujours comme ça. Mm. Euh, voilà. Bon, bref, voilà, il vérifie, c'est ce qu'on a sur le schéma en bas à gauche, on le détaillera après, mais c'est juste de la PCR, c'est tout bête, hein. Il vérifie que le déficit en frataxine existe toujours, c'est différencié. Et, euh, et il vérifie aussi la quantité d'ARN messager, et c'est ce qui est sur le schéma de droite en bas, le petit E, où on voit contrôle versus cellule du patient, taux d'ARN messager. Donc, on est d'accord pour ceux qui sont les moins calés en biologie, on a l'ADN, on passe en ARN, puis après la protéine. Et pour plein de raisons, c'est assez facile d'aller chercher les ARN, ça veut dire en fait la quantité de transcription de l'ADN dans l'ARN. Et on voit sur le schéma E que dans les cellules différenciées neuronales, on a des taux de frataxine bas, enfin d'ARN messager de frataxine bas comparativement au contrôle. C'est un peu comme les véhicules, non? C'est pas ça? Je sais pas si la transcription, ouais, enfin, ils doivent véhiculer quelque chose, les ARN messagers, non? Enfin, en gros, il Ah faut bah, qu'ils. Ouais, c'est l'étape intermédiaire avant la traduction pour donner la ouais, c'est ça. protéine mature. Ouais, c'est ça. Et donc, et vous avez après ce genre de schéma qui, pour le coup, l'activité similaire fonctionnelle, euh, et avec un double marquage de deux protéines qu'on doit retrouver sur les neurones, un vert et un rouge, peu importe les noms, je crois vraiment, c'est pas. Enfin, vous avez les noms écrits à l'estime et la protéine SOX, mais peu importe. Ce qui est pas d'intéressant, qui rejoint ta question, Stéphane, c'est qu'en haut, vous avez les cellules qui se sont différenciées, enfin, pardon, qui se sont multipliées. On voit un amas de petites billes rondes, hein, qui sont les cellules. Les deux lignes d'en haut. Euh, donc, vous avez la première ligne, c'est la différenciation par multiplication des neurones du contrôle.
et en dessous du patient qui a l'AFA. Et vous avez deux lignes en dessous, c'est la fin de la période d'acquisition de ces cellules qui sont en période de différenciation. Et on voit très bien, notamment sur la deuxième colonne, que ce soit chez le contrôle ou chez le patient, l'aspect un petit peu réticulé des neurones, hein, qui sont ce qu'on appelle le- l'axone, voilà, excusez-moi, l'axone. Ah, l'aspect un peu biseauté, c'est le corps cellulaire, qui est souvent représenté sous forme triangulaire, en fait, dans les schémas de cellules, et se poursuit par un bout tout droit qui ressemblerait à un flagelle, en fait, qui est l'axone, qui est qui est la forme de transmission de cellule à cellule de la formation neuronale. Donc on voit bien que ces cellules, au passé la phase de prolifération, se sont différenciées en neurones avec les marqueurs entre guillemets spécifiques du neurone que sont la nestine et la protéine SOX. Et en fait, vous avez la même chose pour les cardiomyocytes avec le schéma de comment on fait différencier, enfin multiplier puis différencier les cardiomyocytes. Les mêmes contrôles que les cellules produites sont toujours bien déficitaires en frataxine, que ce soit par PCR ou que ce soit par mesure quantitative des ARN messagers. Et vous avez les mêmes genres de. Alors ça, c'est en fait ce que je ne l'ai pas dit, hein, c'est de l'immunofixation. C'est-à-dire que les cellules, on les marque avec des anticorps qui sont fluorescents. Et les anticorps fluorescents est spécifique d'une protéine qui nous intéresse pour identifier la cellule. Donc tout à l'heure, enfin un instant, pour les neurones, c'était la nestine et la protéine SOX. Et là, pour les cardiomyocytes, c'est l'alpha-actinine et la tropomyosine. Alors, à titre d'information, la tropomyosine, qui est une protéine, la protéine contractile en fait du muscle cardiaque, c'est quelque chose qui augmente par exemple dans l'infarctus où il y a une lyse cellulaire et ça libère dans le sang circulant la tropomyosine. Donc, il y a une espèce de conjonction entre un modèle expérimental et ce qu'on connaît en pratique clinique. Alors, ce qui est intéressant, là, ça ne se voit pas, mais dans le schéma, dans le texte, ils disent que ces cellules qui se différencient d'une cardiomyocyte se contractent. On les regarde au microscope, elles bougent, elles se contractent comme une cellule musculaire, spontanément. Et c'est assez intéressant d'imaginer tout ça. Donc, c'est une manière de voir définitivement qu'on est bien face à une cellule musculaire. Alors, une fois qu'on a neurones déficitaires en frataxine et des cardiomyocytes déficitaires en frataxine avec le même fond génétique, hein, parce que c'est le même patient, qui, soit dit en passant, avait deux allèles différemment chargés, si je puis dire, puisque sur un allèle, il avait plus de 1000 répétitions de GAA, et sur l'autre allèle, il avait 700 et quelques GAA, donc il y avait une petite hétérogénéité, mais globalement beaucoup, et effectivement, dans son histoire clinique, il avait commencé les premiers signes à 8 ans, et était devenu cardiopathe à 25 ans. Un peu comme c'est décrit, d'abord la maladie neurologique, puis après la maladie cardiaque. Bon, peu importe. Donc, ces deux moyens techniques, cellulaires, neurones et cardiomyocytes, vont permettre de regarder s'il y a des différences d'expression génique par type cellulaire. Et pour prouver que c'est bien le déficit en frataxine, même s'ils ont bien montré que ces cellules étaient bien déficitaires, comme je vous l'ai dit, comme il s'est passé pour certaines cellules, quasiment un mois de différenciation in vitro, il peut y avoir d'autres anomalies qui interviennent. Et donc, les auteurs d'emblée se disent il faut pouvoir montrer que les anomalies observées dans telle et telle cellule sont réversibles quand on les amène à pouvoir disposer de frataxine. Et donc, sur ce schéma-là, en fait, vous avez ce schéma-là, ces figures, vous avez en fait comment ils ont fait en sorte que ces cellules de base déficitaires en frataxine puissent retrouver un niveau normal. Alors, on ne va pas le détailler parce que ce n'est pas très, très intéressant, mais globalement, ils ont utilisé un truc vieux comme le monde pour ce qu'on appelle transfecter des cellules, c'est apporter des gènes à une cellule qui n'en a pas, c'est d'utiliser
un matériel génétique qu'on connaît très bien chez les bactéries, qui sont des plasmides, c'est-à-dire des bouts de gènes qui se baladent, qui sont capables qu'on est capable de faire passer dans une cellule. Et donc, on apporte un gène comme ça dans une cellule qui en serait déficitaire par un assemblage génétique qu'on a extrait des bactéries, qu'on appelle des plasmides. Donc, en fait le plasmide est construit avec l'idée de pouvoir faire faire par la cellule malade de la frataxine, mais pas trop, parce qu'on sait qu'un excès de frataxine pourrait tuer la cellule. Et donc, ils ont conscience de tout ça. Donc, le système qui permet de ce qu'on appelle transfecter le gène de la frataxine, il est sous la dépendance d'un promoteur qui est de mauvaise qualité, ou pas qu'il y ait une amplification infinie de frataxine qui serait toxique pour la cellule. Et ça explique ce que je vous ai écrit en dessous, ce qui est pas intéressant, hein, parce que on peut imaginer assez facilement qu'il y ait des projections en termes de thérapeutique humaine. C'est que pour resoumettre ces neurones et ces cardiomyocytes malades à des taux de frataxine normaux, il s'arrange pour apporter ce plasmide qui a le gène normal de la frataxine dans des quantités différentes. Et vous voyez que pour les neurones, c'est une dilution du plasmide à 1/50e. Il y a une certaine quantité de plasmide qui est diluée, et la dilution est plus importante pour les neurones que pour les cardiomyocytes. Et ça, c'est parce qu'on présuppose, et il y a un travail, enfin, il y a un résultat dans le travail, je ne vous l'ai pas montré, mais qui le suggère, c'est que les neurones sont plus sensibles que les cardiomyocytes à un excès extérieur qui viendrait de frataxine. Effectivement, de toute façon, il y a une manip qui montre la toxicité cellulaire. Alors, Et j'ai une question. oui, Est-ce que du coup, si donc ça fonctionne on va dire de réceptionner toute cette frataxine et qu'on en a en bonne quantité, est-ce que la cellule, se régénère? Le document que tu présentais précédemment, est-ce que justement ça montrait que la cellule était capable de retrouver oui, oui. sa Oui, oui, situation alors, initiale ou oui, presque? c'est pas l'objectif de ce travail-là parce que en fait, c'est connu dans plusieurs modèles cellulaires, dans plusieurs modèles animaux. Euh, Quand la cellule malade ou l'animal malade, on se débrouille pour lui apporter la frataxine manquante, il y a une restauration à fonction D'accord. OK. qui est, on imagine tous hein, très facilement une information géniale, quoi. Bah, ouais, Et oui, non, c'est c'est bien plutôt sûr positif. Mmh. très très OK. heureux. OK, mais je savais pas Et, que ça c'était oui, acquis aujourd'hui, c'était c'est prouvé. acquis, oui, c'est acquis, oui. Alors, la transposition humaine n'est pas acquise, hein. On n'a pas de médicament qui fait le job comme ça. Mais ça laisse de l'espoir, oui. OK. Il y a incontestablement, je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais il y a incontestablement une période de dysfonctionnement cellulaire avant d'avoir, et mitochondrial, avant d'avoir une mort cellulaire. OK. Je ferme la parenthèse. Ouais. Alors, si on dit que le déficit en frataxine est unique, lié à l'anomalie du gène, mais qu'il y a une différence de comportement au bout du compte des cellules selon leur type, là entre neurones et cardiomyocytes. C'est qu'a priori, il y a d'autres gènes qui sont régulés, hein, comme je l'ai dit, il y a des inhibiteurs, il y a des activateurs, et donc on se retrouve selon les circonstances, selon le lieu, selon le moment, avec des expressions de gènes différents. Et donc, ce que font les auteurs, mais qui n'est pas nouveau, hein, ça fait 20 ans, 25 ans que ça existe à faire. Moi, quand j'étais au laboratoire, on commençait à en parler très concrètement, donc ça remonte à 25 ans. On est en capacité d'analyser toute une papardelle d'ARN messager qui sont le reflet des gènes qui ont été transcrits.
du fait de l'absence de frataxine. D'accord? Et donc, dans ces neurones transfectés, non transfectés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore eu l'apport de frataxine, il y a, on va voir l'image après, il y a à la louche, j'ai à la louche, parce que bien entendu, tout n'est pas exposé dans l'extrême détail, hein, mais 90 gènes qui sont régulés à la baisse, c'est le bleu, et 37 gènes qui sont régulés à la hausse. Oui, c'est à la fois pas si énorme que ça, on pourrait attendre plus. Et les voies métaboliques, on trouve beaucoup plus de perturbations. Mais déjà, sur le plan de l'entendement humain, ça devient compliqué. Et alors, à propos de ces gènes qui sont surexprimés, on a ce genre de schéma. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Globalement, le nombre de transcrits peut se calculer en termes de fluorescence, par exemple. Et plus il est transcrit, plus il va flasher sur le schéma de gauche. D'accord? Mais il peut être moins transcrit qu'une cellule normale, auquel cas il va flasher plutôt en froid, en bleu. Hein, le rouge, c'est beaucoup produit, le bleu, c'est pas beaucoup produit. Et quand on est en carence de frataxine, comme sur ce modèle-là, c'est que dans un neurone, on a, je reviens sur le schéma d'avant, on a 37 qui sont up-régulés et 90 qui sont down-régulés. Donc il y a plus de bleu que de rouge, que ce qui est représenté par le schéma de gauche. Et à droite, vous avez, ils ont fait un focus sur ce qui est le plus impacté en positif. Pas en positif, en variation, en fait, significative, excusez-moi. Que ce soit à la baisse ou en plus. Alors, si vous regardez, je ne sais pas si. Moi, il faut que je m'approche de la caméra parce que j'ai les yeux qui me trahissent. Bon, peu importe. Vous avez ce qui est en fait complètement attendu en rouge, tout ce qui participe à la synthèse d'énergie par la mitochondrie. Donc, on imagine assez bien que c'est en fait par défaut. Vous avez, alors ça c'est vraiment intéressant, c'est que ce que vous avez en moins aussi, c'est le vert, les deux premiers verts, c'est la voie de la régulation du sucre dans la cellule. Or, vous savez qu'une mitochondrie qui marche à fond la caisse pour faire de l'énergie, elle consomme du sucre. Et inversement, si votre mitochondrie ne fonctionne pas bien et ne fabrique pas beaucoup de sucre, vous avez la voie métabolique du sucre qui est au repos, quoi, si je peux. Et alors, ce qui n'est pas inintéressant, c'est quand vous regardez toujours la deuxième barre là, des histogrammes verts, il y a la molécule que j'approche, hein, qui est HIF, qui est. Alors, HIF, c'est hypoxique. Je crois que c'est hypoxic inducing factor. C'est en gros, c'est une protéine qui va être stimulée quand la cellule est en état d'hypoxie, de manque d'oxygène. Or, on est d'accord, c'est pas que la cellule manque d'oxygène, c'est qu'elle est mal utilisée dans la mitochondrie, et d'ailleurs, elle n'est pas utilisée ou mal utilisée pour faire de l'énergie. Et on comprend que cette protéine, par exemple, soit up-régulée chez les cellules malades, puisque la mitochondrie dysfonctionne. Donc ça, c'est pour les neurones. Hein, les voies métaboliques des mitochondries sont malades, les voies de la glycogénèse et de régulation face à le stress hypoxique sont dérégulées dans les neurones. Et quand on regarde le schéma d'après, enfin les deux diapos d'après qui concernent les cardiomyocytes, là on voit déjà que le nombre de gènes qui varie significativement, n'est plus tout à fait la même quantité et c'est plus dans le même sens. On a 97 gènes qui sont down-régulés, qui sont diminués, et 320 qui sont augmentés. Moi, je vous rappelle que les chiffres dans les neurones, c'était 37 et 90. Et là, on est à 97 et 320. Il y a un rapport de 3.
voyez que quand même, c'est globalement, bon, enfin, il y a une proportion significative de choses qui sont down-régulées et des choses qui sont up-régulées. Et quand on regarde de quoi il s'agit, donc c'est les mêmes schémas, hein, et on s'aperçoit que ça concerne beaucoup, en fait, la structure du cardiomyocyte. On va pas rentrer dans le détail, parce que vous voyez qu'il y a plein de voies, il y a plein de protéines. Et puis, de toute façon, je ne les connais pas et je ne pourrais pas vous en parler très concrètement. Mais globalement, ce qui varie significativement dans le cardiomyocyte de FA, de Knight-Friedrich, comparativement au sein, c'est ce qui touche à la structure et à la cohésion entre cardiomyocytes. Vous imaginez bien qu'il y a la fonction de contractilité qui est liée aux protéines intracellulaires, mais il y a aussi la fonction de créer un organe hein, qui aboutit à une pompe qui marche pour faire le cœur. Et bien entendu, ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, ce qui va faire les interconnexions et la solidité entre cellules. L'architecture. L'architecture, souvent, Patricia le dit mieux que moi, l'architecture extracellulaire est altérée, modifiée par la carence en protéines. Et on a tous en tête que les caractéristiques de la cardiopathie de l'AFA, c'est une cardiomyopathie hypertrophique. C'est-à-dire qu'en fait, le cœur grossit avec des cellules qui se contractent moins. Et dans cette hypertrophie cardiaque, il y a une part de fibrose, c'est-à-dire qu'entre cellules s'installe un tissu fibreux, comme on le voit sur une peau qui a été traumatisée et qui devient un peu épaisse, un peu moins souple. Ben, on a la même chose au niveau du tissu cardiaque et on comprend bien qu'un tissu fibrosé, c'est un tissu qui se contracte moins bien. Et au bout du compte, ça va aboutir à un cœur qui débite moins bien, la pompe devient malade. Donc, alors, ces résultats sont assez cohérents. Hein. Le problème, c'est ça. C'est les deux derniers schémas extraits de l'article, hein, donc je vais bientôt avoir terminé, je ne vous inquiétez pas. C'est que quand on parle X et Y gènes qui sont pour les uns surreprésentés et pour les autres sous-représentés, il faut pouvoir les mettre en connexion avec ce qui est connu par ailleurs et on tombe rapidement dans un domaine d'entendement échappe au cerveau normal et on a envie de dire, tiens, il y aurait que l'intelligence artificielle qui pourra sortir pour interpréter tout ça. Le schéma de gauche, c'est les interconnexions de ce qui monte et ce qui descend concernant le neurone. Et à droite, parce qu'effectivement, il y a plus, on l'a vu, plus de gènes qui sont modifiés dans leur expression dans les cardiomyocytes, et ben, il y a un entrelac de relations avec les différents chaînes métaboliques qui rend vraiment compliqué qu'est-ce qui se passe dans ces cellules. Mais clairement, voilà, on a, peut-être pas pour la première fois, mais presque, une démonstration que malgré que la base génétique soit la même dans les neurones et dans le cardiomyocyte, les conséquences ne sont pas les mêmes. Alors, je ne vous ai pas montré, mais bien entendu, cette modification d'expression de gènes via la quantification des ARN messagers est complètement réversée quand ces cellules issues du patient euh, transfectées avec un plasmide qui a un gène normal de frataxine. On disait tout à l'heure. Parce que, encore une fois, s'ils n'avaient pas fait les expériences de transfection avec le gène normal de frataxine, il y aurait un paquet de reviewers qui leur auraient dit non, mais vous ne savez pas si les anomalies que vous observez, c'est vos conditions expérimentales de développement des cellules in vitro. Ça dure encore une fois entre 20 et 35 jours. Il y a moult raisons il y aurait moult raisons pour expliquer ces variations d'expression de gènes. Or, ils montrent que ces anomalies, elles sont réversées par l'arrivée d'un gène normal de frataxine. Et donc, alors limite et conclusion, hein, ce qui est remarquable pour ce travail, c'est pas de partout comme ça, hein, c'est que pour des scientifiques, ils expriment eux-mêmes les limites du travail. Alors, d'une part, c'est pas complètement nouveau parce qu'il y avait eu des transcriptomes mais analysés, donc des ARN messagers différents
selon le type cellulaire, mais essentiellement des modèles à niveau. Et l'homme, mais de manière beaucoup plus parfaite que ça, et sans vérification de la réversion, justement, en apportant le gène normal de la frataxine. Ils sont bien conscients que les modalités de différenciation cellulaire pour les neurones, autant que pour les cardiomyocytes, ont pu modifier les transcriptomes observables, mais c'est là que justement ils apportent le bénéfice de la dérhémanide qui est de transfecter ces cellules avec le gène normal de la frataxine, comme on l'a déjà beaucoup dit. Et alors la vraie critique, c'est qu'ici, il n'y a qu'un seul patient donneur, et donc en aucun cas, les résultats observés peuvent refléter l'hétérogénéité interindividuelle de la maladie. Et même, je crois qu'on l'a déjà dit, mais je me répète, qui peut même toucher une paire de vrais jumeaux. Hein. Il y a des cinétiques de maladie, une expression clinique de maladie qui peut varier au sein d'une même paire de jumeaux homozygotes. Et donc, le résultat essentiel, c'est quoi? C'est la démonstration de différences significatives des gènes, l'expression des gènes sous la dépendance de la frataxine entre neurones et cardiomyocytes. Et comme ils disent eux-mêmes, la multiplicité des gènes en cause, ceux qui montent, ceux qui descendent, donne pas d'informations immédiates, en tout cas pas tangibles, pour de nouvelles perspectives thérapeutiques. Et au bout du compte, c'est pour ça que je disais qu'ils savaient un peu accoucher de souris, c'est qu'ils viennent démontrer ce qui est formellement connu, c'est-à-dire que les neurones sont déficitaires, sont des mitochondries déficitaires et, fonctionnent mal en termes de production d'énergie et de métabolisme du sucre, et que les cardiomyocytes ont un problème de structuration et d'interaction entre cellules qui aboutit à une désorganisation tissulaire et à de la fibrose. Donc en fait, ça vient corroborer les données anatomopathologiques, l'analyse des tissus. Ça vient bien entendu illustrer ces grandes différences, mais on reste sec sur au fait, vers où on va avec tout ça. Voilà, je ne sais pas si ça n'a pas été trop confus, je suis désolé si ça a été le cas, mais si je peux apporter des éclaircissements, après tout ça, je reste disponible. Ça vous a séché. Non, on essaye d'absorber. Oui, je trouve que par rapport aux autres, oui, c'était quand même un niveau assez élevé, Tu me celui-là. rassures. C'était pas de la clinique, enfin, c'était pas de la. Il n'y avait Ouais. pas d'être humain là, il y avait juste des cellules. Ouais, on était Mais, au fin fond ouais, dans le microscopique, là. alors, je suis désolée pour ce choix, hein, mais Non, 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 c'était. non, mais c'est bien Alors, moi, il m'avait interpellé quand on l'avait lu en début d'année parce que alors, Pierre-Marie dit que c'est accouché d'une souris. Personnellement, il m'avait vraiment interpellé par cette démonstration de l'interaction qui est sans arrêt décrite, hein, je suis d'accord, de la régulation soit en haut, soit en bas, d'une centaine de gènes. Donc, le fait est que alors, on a plus envie d'augmenter la frataxine. Vous me voyez venir, hein, on a plus envie d'augmenter la frataxine qu'autre chose quand on entend ça. Oui, c'est vrai que vu la complexité des interactions dans le cas de carence en frataxine, d'agir en aval Ouais. paraît bien plus compliqué qu'au bout du compte, comme ils ont Ah fait bah dans oui. leur expérience, transfecter le bon gène et puis entre guillemets, basta, quoi. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Ouais, sur le papier, en tout cas, ouais. Mais on comprend bien que vu les up and down des différents dizaines de gènes, je ne vois pas comment d'aller toucher à un coin de la cellule, on va révolutionner la prise en charge. Ça paraît pas crédible. Parce que si c'est un problème de collagène dans le cœur, si vous apportez quelque chose, de toute façon, ça va être régulé dans l'autre sens. Enfin, cette complexité, alors, elle est peut-être difficile à entendre pour vous. Moi, je trouvais que les explications de Pierre-Marie rendaient les choses assez limpides, mais peut-être que c'était quand même pas facile.
Alors, ça explique aussi, si je peux me permettre, alors je ne sais plus lequel travail, parce qu'on peut rapidement se tromper, mais si je ne me trompe pas, il y a certains travaux récents qui partent maintenant ou qui débutent depuis peu, enfin qui sont débutés depuis peu, où les auteurs s'intéressent, enfin, les médecins s'intéressent à l'impact sur le cœur à court terme, en excluant, en dehors des effets secondaires potentiels, en excluant d'évaluer le bénéfice neurologique. Parce qu'on peut, parce que manifestement, enfin là, définitivement, on peut dire que la sulfataxine s'exprime différemment sur un neurone et sur un cardiomyocyte. On peut s'attendre à ce que certains médicaments aient une action plus cardiologique que neurologique ou l'inverse. Et globalement, on comprend bien aussi que seul l'apport de frataxine supplémentaire permettra de tout corriger. Alors, je dis une bêtise, hein. Si eux, ils arrivent à mettre de la frataxine dans les cellules, pourquoi on n'arrive pas à le faire? Parce que c'est la cible. C'est relativement simple hein, pour l'avoir fait au labo. Quand vous soumettez quand vous mettez un bout de gène qui se balade en soluble hein, à côté d'une bactérie, vous mettez un coup d'électricité sur la culture, les bactéries, ça les secoue et ça leur rend perméable les membranes. Et par un effet, mécanique, les gènes qui sont solubles se retrouvent dans les plasmides, se retrouvent dans la bactérie. Et les bactéries savent quoi faire avec un plasmide. Donc on peut facilement modifier in vitro le comportement, enfin oui, le comportement d'une bactérie en apportant des gènes qu'elle ne connaît pas. Elle l'intègre et puis elle en fait ce qu'elle veut. C'est quand même vachement différent, excusez-moi de le dire comme ça, de cellules qui sont au fin fond de l'organisme. Vous n'allez pas, pas passer le corps à l'électricité pour lui faire incorporer des plasmides où il y aurait le gène de frataxine. Ah oui, on est équipé pour rejeter du matériel génétique étranger. Là, c'est du gène, hein, c'est pas de l'ARN messager. L'ARN messager, on l'a vu avec la vaccine contre Covid, on est capable d'en faire quelques copies pendant quelques instants et sur aucune protéine sur laquelle on va s'immuniser. Tout ça, sur le plan clinique, vaccinologie, ça existe, mais c'est très différent je transfecte l'ADN d'un gène normal sur l'ensemble des cellules du corps. C'est toute la difficulté de l'équipe enfin en France, je ne sais pas, il faudrait qu'elle en parle, hein. Elle le ferait 1 million de fois mieux que moi. L'objectif de traitement génique de la maladie de Friedreich d'Hélène Puchot, hein, la difficulté, c'est d'amener le vecteur avec le bon gène au bon endroit. Tu vois, par rapport au dernier point là, que tu évoqué, comme quoi l'idéal dans le travail d'Hélène Puchot, c'est actuellement d'aller chercher à à modifier ce gène, la frataxine, enfin GAA. Et ma question, c'est, il y a d'autres maladies génétiques. Est-ce qu'on a déjà réussi à faire ce type de changement sur d'autres Ah oui, oui, maladies? oui. Oui, oui. Ouais. Oui, alors, comment c'était le nom du président du conseil scientifique Covid, de la vaccination? Le, non. Oui, Bah, je vois. je ne sais pas si vous avez en tête le visage de notre président du conseil scientifique pour la vaccination contre le Covid, qui est un pédiatre spécialisé en hémato-immuno. Je suis désolé, j'ai plus son nom en tête. Euh, il a été, le premier au monde à traiter des enfants qui doivent vivre dans une système immunitaire qui ne fonctionne pas, traités par thérapie génique. J'étais étudiant à l'époque. Donc, oui, ça existe, la thérapie génique
fonctionnel, entre guillemets, ça existe. Alors, alors, ça a très bien marché, hein, ce qu'il a fait. Puis après, il y a eu d'autres ennuis, mais oui, ça existe. C'était sur des tout petits, c'est ça, qui étaient Oui, c'est condamnés? des gamins de 2 ans De 2 ans, ouais. on disait les bébés bulles. Ils vivaient Ouais, voilà. dans Ok. des chambres stériles, Mm. gonflables, pour pas qu'ils chopent des microbes. Parce que leur immunité ne marchait pas du tout. Donc, Oui, c'était pour après, les sortir de leur bulle qu'ils avaient fait la thérapie génique. Alors, c'est bien entendu, on l'imagine, hein, facile quand on connaît le gène malade. Et là, c'est comme c'était une maladie, un gène de la cellule souche hématologique qui était malade, c'était assez facile. Ça correspond un peu aussi à une greffe de moelle, hein, c'est un peu la même chose. Je caricature un tout petit peu, c'est un peu la même chose. C'est assez facile, entre guillemets, à faire. Là, la difficulté, c'est. Alors, je ne sais pas si on a suffisamment parlé, mais ce qui est pas facile à comprendre, au-delà des tissus cibles, hein, dans le cerveau, le nom des nerfs périphériques, enfin, le nerf périphérique et puis le cœur, par exemple, c'est que la protéine est une manquante, la rédaxine est une protéine intracellulaire qui doit être transportée dans la mitochondrie. Donc, pour ce qui est de la thérapie génique, la difficulté, c'est d'avoir une cellule cible, enfin toutes les cellules qui en manquent, entendu celles du cerveau, entendu. La difficulté, si on a la protéine complète, qui est aussi l'idée d'apporter la protéine, hein, bah, dans ce cas-là, c'est qu'elle passe dans la cellule, et qu'une fois qu'elle est dans la cellule, qu'elle passe dans la mitochondrie. Oui. À chaque fois, on a une problématique on appelle en pharmacie, de pharmacocinétique. Comment l'agent thérapeutique va sur sa cible ou rentre dans sa cible. Mm, mm. Ouais, c'est les essais de Larimar, ça, non? Avec le virus du HIV, non? C'est pas un truc comme ça? Alors, la RIMAR, Oui, c'est d'apporter la protéine par une protéine transporteuse, qui est la protéine TAT, et qui est une protéine qui permet de faire rentrer le VIH dans la cellule. enfin, TAT est une protéine du VIH qui a la particularité de rentrer Dans d'intérieur à la dans la mitochondrie. mitochondrie. Puisqu'on sait qu'elle rentre dans la mitochondrie, on s'est dit, bah, tiens, on va la faire porteuse de la frataxine, pour amener la frataxine dans la mitochondrie. Ok. Je vais chercher mon chargeur. Voilà. ok. Bon. Ok. Qu'est-ce que vous souhaitez faire la prochaine fois? On va retourner sur le médicament, hein. Je vous promets. Et encore une fois, celui-là, vous connaissez une qui voulait. Bah non, mais bon, désolé. Enfin, Ah ouais, non, pourquoi mais pas. c'est bien de changer un peu.